Bonjour à tous, Nidal Naban. Je suis ravie de vous retrouver sur un webinaire en direct. Vous le voyez bien de ma chambre, car à l'hôpital, ça passait pas le réseau. Avec les autres membres de la SPL, on est ravis de vous retrouver, même si c'est dématérialisé. Après cette crise, j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien également. Et il est évident pour nous, parce qu'on vous rencontre très souvent, de vous rencontrer à nouveau, même si c'est dématérialisé. Cette crise a vraiment déstabilisé pas mal de fonctionnements. Au départ, on était tous sidérés par une anxiété, par ce qui était complètement, j'ai envie de dire, inattendu. On ne savait pas sur quoi on avançait. Et rapidement, les membres de la section se sont ressaisis et ont réfléchi, ont écrit, même pendant la crise, sur des recommandations. Et on a réfléchi pour mettre en place cette première webinaire de l'AFPBN. J'espère qu'elle fera des petits et d'autres sections suivront pour être toujours en connexion avec vous. Je suis bien entourée. Tous les membres de la section sont là. Christophe Arbus, Hélène Montagny, ça c'est les Toulousains, Laurent Laillé qui est à Avignon, Manuel Orsa en direct de sa clinique et Mathieu Lacambre qui nous a fait des frayeurs parce qu'il vient juste de rejoindre la webinaire en direct de Montpellier. On va parler des recommandations de la crise, de son retentissement, mais sur l'axe médico-légal. Alors, personnellement, j'ai choisi de vous parler de la privation de liberté. Vous savez très bien que cette période de confinement a vraiment, j'ai envie de dire, déstabilisé notre fonctionnement au sein des institutions, au sein des hôpitaux psychiatriques. On était vraiment très inquiets pour nos patients qui étaient vulnérables, des patients qui étaient avec des comorbidités multiples, qui étaient avec, je dirais, cette fragilité qui est la fragilité de la maladie mentale, mais non seulement. Et on a réagi très vite, même avant l'annonce de notre président, pour confiner nos patients, pour les mettre à l'abri, pour fermer les services, alors qu'on est des défendeurs de l'ouverture, des défendeurs de la libre circulation en psychiatrie. Alors, il y a des textes, on ne l'a pas fait comme ça arbitrairement, on l'a fait avec réflexion au niveau national. Tout le monde a confiné, a protégé ses patients. Alors, les protéger en fermant les services, mais pas seulement, en interdisant les va-et-vient, en interdisant les visites des familles, en interdisant les permissions. Il s'agit bien donc de privation de liberté. Qu'est-ce qui nous a permis? On a réfléchi sur les textes qui nous ont permis de faire cette réduction de va-et-vient en psychiatrie. Quand on parle de toute façon liberté en psychiatrie, ça pose toujours question. C'est un sujet extrêmement sensible. C'est un équilibre qui est complètement fragile entre la liberté d'un côté et la sécurité de l'autre. On s'est posé la question au début de la crise, comment assurer cet équilibre sensible entre la liberté de nos patients et leur sécurité. Donc, on a repris les textes et les textes qui gèrent la circulation, la libre circulation en milieu psychiatrique et dans les soins non consentis en psychiatrie. Un texte de référence, c'est la circulaire de Simone Veil de 93. Il y a plusieurs articles, mais le droit fondamental, c'est de préserver la liberté de va-et-vient, notamment pour les patients qui sont hospitalisés librement, qui ne sont pas en soins non consentis. Mais il y a des situations où on peut restreindre cette liberté de va-et-vient, mais pas à n'importe quel prix. Il y a des références. Il faut que cette restriction soit encadrée, qu'elle soit nécessitée par l'état de santé et la mise en œuvre de la sécurité autour du patient. Alors, si le patient en unité de soins il est placé et sa sécurité nécessite de réduire ce va-et-vient et ce mouvement de liberté, il faut le faire, il faut que ce soit une indication médicale, une prescription médicale posée par un médecin et ces restrictions doivent être encadrées, ils doivent être indispensables, ils doivent avoir des circonstances exceptionnelles, doivent être exactement appréciées et surtout la durée de cette restriction du placement doit être limitée et qu'elle soit effectivement
médicalement justifié. Ce qui s'est passé, parce qu'actuellement, on est en période de redéconfinement et cette période de restriction, de va-et-vient a été arrêtée parce que les circonstances ont évolué et ont changé. Mais ce n'était pas le cas au début de la crise Covid. Donc, on a fait appel à ce qu'on connaissait déjà en psychiatrie, à ce qu'on appelle la fonction contenante. Cette fonction contenante qui, habituellement, on l'applique pour les patients qui sont en soins sans consentement, elle s'est élargie aux autres patients. Avant, on avait l'habitude de cette contenance. Pourquoi? On avait des patients persécutés, on les mettait à l'abri pour les sécuriser. On avait des patients qui étaient morcelés, c'est pour les rassembler. On avait l'habitude de faire ça aussi chez les patients hallucinés pour limiter les sollicitations autour de ces patients qui subissent ces hallucinations. De restreindre aussi l'espace d'un maniaque qui a tendance à prendre tout l'espace. De protéger les patients suicidaires quand ils pouvaient pas, quand ils étaient dangereux pour eux-mêmes, et restreindre aussi la liberté pour certains patients qui étaient en addiction majeure pour qu'il n'ait pas des accès à ces troubles, aux produits. Alors, pendant la crise Covid, cette restriction est devenue contenante, mais contenir n'était plus la fonction contenante habituelle en psychiatrie. Contenir est devenu confiner. Confiner, mettre à l'abri, sécuriser les patients, protéger le patient lui-même d'une contamination virale par le Covid-19, protéger les autres patients parce que les entrées continuaient, on recevait toujours des patients, des nouveaux patients, alors qui devenaient vecteurs majeurs pour les autres patients qui étaient confinés. Donc, protéger les autres patients et protéger les soignants. L'accès aux droits pendant la crise de Covid, il était vraiment mis à mal. Il était mis à mal, pourquoi? Parce qu'on a une fonction qui est une fonction de référence et de contrôle. C'est depuis la loi de juillet 2011, c'est l'intervention du juge des libertés et de la détention. Cette intervention se faisait dans des salles d'audience au sein des structures hospitalières. Évidemment, confinement, les magistrats ne se déplaçaient plus. Cette fonction ne s'exerçait plus. Il n'y avait plus de mesures de surveillance sur les hospitalisations sous contrainte. Il y a eu ces mesures de confinement, pas de va-et-vient des magistrats. Eux aussi, ils étaient confinés. Mais aussi, il y a eu un redéploiement des soignants. On ne pouvait plus accompagner pour des audiences au TGI nos patients qui étaient en soins non consentis. Il y a eu donc une réduction d'accès à ce juge de liberté et une réduction aussi d'intervention des avocats, parce que les avocats étaient interdits de venir en unité de soins et de rencontrer les patients qui étaient soignés sans leur consentement. Des audiences suspendues, mais alors comment on a pu, avoir un accès au droit dans ce contexte-là? Tous les moyens étaient mis en place, des moyens techniques pour que les patients puissent être auditionnés. Il y a eu des téléphones, il y a eu des visioconférences, des transferts des certificats qui se sont poursuivis. Mais n'empêche que cet accès au droit, il était mis à mal et le contrôleur général des lieux de privation de liberté était sollicité pour se prononcer et à donner des consignes suite à cette crise qui était inédite. La sécurité, c'était l'idée majeure, l'obsession des psychiatres, c'est vraiment protéger leurs patients qui sont vulnérables. Des obligations pour les praticiens d'un côté, mais aussi pour l'administration de l'autre, pour des obligations de l'établissement. Les praticiens devaient faire un diagnostic correct, un diagnostic de protection également, et proposer un traitement adapté et proposer des mesures adaptées. Les mesures adaptées, c'était le confinement de nos patients et la fermeture des portes. Des consignes de surveillance également. Et c'était des consignes qui étaient tout le temps évaluées et renouvelées. Et surtout,
on s'est mis en quatre pour gérer les rapports avec les proches, avec des conférences aussi, visioconférences avec les proches. On a sollicité nos informaticiens au sein de l'hôpital pour que les proches aient accès aux patients hospitalisés, même par visioconférence. Il y avait aussi des obligations pour l'établissement, c'était de fournir un personnel en nombre suffisant et en qualité adaptée à cette crise et réorganiser, prévoir une organisation matérielle de qualité. On sait très bien comment on avait ramé en début de crise pour obtenir des masques, pour pouvoir avoir la protection contre le virus. Et donc, c'était des obligations de nos établissements, mais surtout faire en sorte que les présidents de CME, que les gouvernances appliquent les consignes rédigées par le comité médical d'établissement et que ces consignes soient respectées. En début de crise, on a eu des consignes, des contre-consignes, ça évoluait tout le temps et c'était très difficile, mais je salue l'adaptabilité de tout le corps médical et tout le corps soignant qui s'est vraiment adapté à cette évolution de cet inconnu qui était la crise. Donc, une sécurité assurée, une obsession pour les soignants, mais aussi on avait besoin des obligations et des applications par l'établissement. Alors, les recommandations, toujours les mêmes, hein, ce sont les recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui ne sont pas seulement de la crise Covid, hein, qui existent depuis octobre 2007. Alors, rappelez ces obligations. Le respect du patient, avant tout, le respect de ses droits fondamentaux. Les droits du patient sont importants. Quels sont les droits? Que le patient, la dignité avant tout, la dignité de nos patients, leur liberté qui était restreinte, mais pas n'importe comment, avec des références et qui est évaluée régulièrement, préserver leur intimité, préserver les liens intrafamiliaux avec la famille par les moyens qu'on pouvait avoir. Donc, pour terminer, cette privation de liberté qui était transitoire, qui, je l'espère, s'ouvre progressivement actuellement, était nécessaire pour protéger et pour sécuriser nos patients. Cette crise, elle nous a appris des leçons. J'espère qu'on va retenir ces leçons. D'abord, que non seulement la sécurité et la qualité de soins ne sont pas opposées, mais que la sécurité fait partie de la qualité de soins qu'on peut donner à nos patients. La liberté de circulation du patient, elle n'était plus préservée car des raisons de sécurité s'y opposaient et cette sécurité était très importante. Les soignants se sont adaptés, les médecins se sont adaptés. On a tenté de préserver l'intimité, la dignité, la liberté, l'accès au droit, au contrôle pour nos patients. Et le bien-être de nos patients était au cœur d'une réflexion permanente de la privation de liberté qu'on leur a imposée. On n'est pas des liberticides, on l'a fait pour les sécuriser. Et je retiens surtout que les unités de soins pendant cette crise Covid devaient et restaient un lieu avant tout d'humanité. Donc, je passe le relais. C'est un punchline de quelques minutes chacun. Et donc, je passe le relais à Laurent Layet. Laurent Layet est médecin psychiatre et il est expert près de la Cour de cassation et il va nous parler des violences intrafamiliales qui, comme vous le savez, ont vraiment augmenté pendant la crise Covid. Merci Nidal. Donc, sans transition, nous abordons le thème des violences intrafamiliales. Donc, je rappelle qu'elles concernent toute forme de violence, qu'elle soit physique, sexuelle, psychique ou même économique entre membres d'une même famille et quel que soit l'âge. Nidal le disait très bien, nous n'avons que quelques minutes pour aborder cette thématique, donc je la déclinerai en 5 points principaux. Un premier point concernant quelques chiffres qui donnent une idée de la problématique générale. Un deuxième point qui abordera l'impact du confinement et peut-être quelques conclusions hâtives qu'on a pu retrouver dans les médias sur confinement et augmentation du phénomène de violence intrafamiliale. Un troisième point pour rappeler la place de la loi, qui a été rappelée d'ailleurs dans la circulaire du 25 mai 2020, l'articulation de la santé et la justice, et pour terminer sur quelques recommandations.
Quelques chiffres tout d'abord, 295 000, c'est le nombre de personnes qui déclarent avoir été victimes de violences conjugales, dont une immense majorité de femmes. Moins de la moitié vont déposer des plaintes ou des mains courantes. Concernant le phénomène de violence intrafamiliale plus généralement, il est, on va dire, difficile à évaluer. On sait que 143 000 mineurs auraient été victimes de violences conjugales. Et un autre chiffre qui est un bon indicateur, mais qui n'est pas un reflet exact de ce phénomène, c'est plus de 300 000 mesures de prestations de protection de l'enfance qui avaient été prononcées, notamment en 2016. Alors, une idée qui a été véhiculée, notamment à partir de premiers chiffres qui avaient été donnés au début du confinement par le ministère de l'Intérieur, qui disait qu'il y avait eu une augmentation de plus de 30% en zone de gendarmerie et plus de 36% à Paris des interventions au domicile. Et associé à cela, il y avait une diminution, c'est-à-dire que le nombre des plaintes était divisé par 3. Donc les médias se sont emparés de ces deux premières données pour dire qu'il y avait une augmentation de violences intrafamiliales et qu'il y avait une diminution des signalements de ces violences. Ça paraît beaucoup moins évident à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que d'abord, les interventions des services de police au domicile ne sont pas forcément faites que pour des violences intrafamiliales, mais peuvent être pour des problèmes de voisinage, pour des problèmes d'alcool ou autres. Les chiffres qui restent temporaires et les données donc là, du ministère de la Justice sur les dépôts de plainte concernant les violences intrafamiliales, si on compare 2019 à 2020, ne marquerait pas une explosion, en tout cas l'explosion qui avait été annoncée. La place de la loi avec un principe général qui est l'éviction du conjoint violent à tous les stades de la procédure et y compris dans le cadre civil. Et là, la circulaire du 25 mars 2020 qui a présenté les dispositions qui étaient applicables pendant l'état d'urgence sanitaire, a invité les procureurs et tous les acteurs de la justice à maintenir les réponses pénales à l'encontre des conjoints violents. Pour le détailler un petit peu plus, ces réponses peuvent concerner le présententiel, c'est-à-dire avant le prononcé d'une peine, et le procureur, par exemple, peut prononcer comme alternative aux poursuites une éviction du conjoint violent. Avant ou dans l'attente du jugement, le juge de la détention et des libertés, par exemple dans le cadre d'un placement sous bracelet électronique, peut assortir cette mesure d'une éviction aussi du domicile familial. Au moment du procès, il peut y avoir également, dans le cadre du prononcé d'une peine, l'éviction pendant plusieurs mois du conjoint du domicile familial. Cette peine peut être prononcée à titre principal ou comme peine complémentaire. Et un autre élément qui est un peu moins connu, c'est même si l'auteur fait appel de la décision, il y a une exécution provisoire, c'est-à-dire qu'il sera éloigné du domicile familial dans l'attente du procès en appel. En post-sententiel, ces mesures s'articulent autour du juge d'application des peines, puisque quelqu'un qui est détenu, en cas de permission, le juge d'application des peines peut sous-tendre cette permission au non-retour au domicile familial. Dans le cadre d'un aménagement de peine ou même d'une fin de peine, le juge d'application des peines peut aussi interdire le conjoint à réintégrer le domicile familial. Dans le cadre civil, c'est le juge aux affaires familiales qui est au centre, puisque dans le cadre d'une ordonnance de protection, dans l'attente du prononcé, par exemple, d'un divorce, il peut ordonner l'éviction du conjoint violent du domicile familial. L'articulation santé-justice, pour rappeler que des dispositifs existent pour soigner ces phénomènes, notamment l'obligation de soins, pour laquelle je rappelle qu'elle est possible à tous les stades de la procédure, en sententiel, en pré-sententiel et en post-sententiel, et là, aucune expertise nécessaire. Concernant l'injonction de soins, sur laquelle je ne reviendrai pas en détail, qui est une articulation entre le juge de l'application des peines, le médecin coordonnateur et le médecin traitant ou le psychiatre traitant. Cette mesure avait été élaborée en 1998 et elle concernait notamment les violences sexuelles. Elle est venue s'enrichir le 5 mars 2007 de la possibilité d'y inclure des personnes qui ont été condamnées soit pour des violences conjugales, soit pour des violences intrafamiliales.
Donc, la mesure d'injonction de soins est donc forcément post-sententielle et elle nécessite une expertise psychiatrique. Enfin, et pour terminer, quelques recommandations. Donc, la première recommandation était penser sécurité. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel de santé, on ne doit pas, ou en tout cas, il faut éviter d'employer à l'encontre du conjoint violent un ton accusateur. Pourquoi? Parce que ça peut augmenter le risque de représailles, que ce soit sur le conjoint ou que ce soit sur l'enfant. Et aussi, il faut éviter à tout prix de révéler ce que nous a dit, par exemple, la victime, car ça peut augmenter les phénomènes de violence. Soutenir le conjoint et les enfants. En effet, il faut être capable d'identifier les symptômes, ne pas les minimiser et proposer à la fois des prises en charge individuelles, mais également, pourquoi pas, des prises en charge familiales pour ce phénomène. Le troisième point, c'est connaître la loi. Et là, je vous renvoie aux 2 diapositives précédentes concernant le principe général d'éviction du conjoint violent du domicile conjugal à tous les stades de la procédure. Alerter, écouter, protéger, c'est la connaissance des numéros. Donc, en cas d'urgence, je ne vous rappelle pas le 17, mais aussi on peut envoyer un SMS au 114. Et pendant le confinement, il y avait la possibilité de se rendre dans une pharmacie et de prononcer le terme de masque 19, et c'était au pharmacien de lancer l'alerte. Il y a aussi des principes, on va dire, des dispositifs plus généraux d'écoute et de soutien avec une plateforme dont je rappelle l'adresse mail, c'est-à-dire arrêtonslesviolences.gouv.fr, mais aussi une plateforme d'écoute au 39 19 durant la journée. Ensuite, un autre principe est de créer un lien avec l'agresseur, c'est-à-dire encourager l'agresseur à réévaluer son comportement, à se poser des questions sur son propre comportement. Conseiller pour anticiper. Alors là, c'est peut-être enseigner aux victimes potentielles les réflexes simples pour se préserver en cas de danger. Par exemple, comment gagner du temps, comment enlever les armes potentielles dans un domicile, comment apprendre aux enfants à se mettre en sécurité, comment avoir un téléphone portable en permanence chargé si on se sent en danger, etc., etc. Et enfin, pour terminer, je dirais que c'est le point principal, il s'agit de former les intervenants, c'est-à-dire tous les acteurs du soin et plus généralement tous les intervenants potentiels au domicile familial doivent être à la fois sensibilisés aux signes d'alerte, que ce soit les marques physiques, mais aussi les signes psychologiques, et aussi aux possibilités d'intervention. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et donc je passe la parole au docteur Moncani qui va vous parler des violences sexuelles et qui travaille, je vous le rappelle, à Toulouse en UHSA. Bonjour à tous, merci beaucoup Laurent. Alors Laurent Layet vous a parlé des violences intrafamiliales et je vous propose de faire un focus sur la question des violences sexuelles en période de confinement puisque c'est une forme de violence un peu spécifique, que ce soit en termes de clinique, de prise en charge ou de prévention, et on va aborder tous ces sujets. Mais avant de vous parler de violences sexuelles pendant le confinement, je vous propose un petit rappel sur les violences sexuelles en général. On sait, d'après l'étude Virage de 2015 sur 27 000 personnes, que durant leur vie, 14,9% des femmes ont été confrontées à des violences sexuelles, 3,9% des hommes. On sait que dans la grande majorité des cas, en tout cas dans une forte majorité des cas, ces violences sexuelles ont eu lieu au sein de la famille, soit par les ascendants, soit au sein de la fratrie, soit au sein du couple. Et on sait qu'il y a 2 pics d'exposition, un pic d'exposition très fort pour les enfants, pour les mineurs, et on va en parler, la question des violences sexuelles sur mineurs en confinement était une préoccupation essentielle, et puis un deuxième pic au moment de jeune âge adulte, et c'est plus les femmes qui sont concernées à ce moment-là, on en parlera aussi. Alors, en ce qui concerne les violences sexuelles sur mineurs, deux sujets essentiels nous semblent à prendre en compte pendant le confinement, même si, alors on sait qu'il y a eu une augmentation de 30% des appels au 119, du numéro d'appel pour les enfants en danger, une augmentation de 30% pendant le premier mois du confinement, mais probablement que ça ne reflète pas spécifiquement les violences sexuelles, puisqu'on sait que les violences sexuelles sont souvent des violences silencieuses et qui sont révélées après. Alors,
en ce qui concerne les mineurs, on va évidemment être très attentif à l'issue du confinement aux problématiques incestueuses, à la fois les problématiques d'inceste parents-enfants ou beaux-parents-enfants, mais aussi tout ce qui est problématique d'inceste adelphique, c'est-à-dire au sein de la fratrie. On sait qu'un quart des violences sexuelles sur mineurs sont commises sur les mineurs, par des mineurs. Donc, il y a une zone d'ombre à ne pas négliger sur les violences sexuelles au sein d'une même fratrie, l'inceste adelphique. Deuxième phénomène qui nous inquiète sur la question des mineurs, le phénomène d'une augmentation de la consommation de cyberpornographie au moment du confinement. Alors, en France, on n'a pas encore de données spécifiques sur la consommation de cyberpédopornographie. On sait néanmoins que la consommation de pornographie a augmenté au moment du confinement. Et puis, on a des chiffres qui commencent à apparaître en Angleterre notamment, où la police donne des chiffres extrêmement inquiétants d'une augmentation de 300% des consommations d'images pédopornographiques sur Internet pendant le confinement, où la helpline destinée aux auteurs, aux personnes attirées sexuellement par les enfants et éventuellement qui consomment de la pédopornographie a augmenté son activité. Donc ça, on en dira un mot sur les possibilités, les réflexes à avoir en termes de prise en charge en France aussi. Et puis les phénomènes de grooming aussi, ce qu'on appelle les phénomènes de grooming, c'est-à-dire les personnes attirées sexuellement par les enfants qui vont aller sur Internet et essayer d'attirer des mineurs et puis qui vont créer une relation et leur demander de se dévêtir, prendre des photos, etc. C'est d'autant plus inquiétant qu'en période de confinement, on peut imaginer que les enfants n'ont pas forcément d'adultes de référence à solliciter, si ce n'est les parents, mais c'est pas toujours évident de parler de ces problématiques directement avec les parents, et je ne parle pas évidemment des situations incestueuses où ça devient extrêmement compliqué. Alors, les réflexes à avoir pour nous à l'issue de ce confinement, ils sont de trois ordres importants. Alors, la première chose, c'est la question du dépistage. C'est une question générale sur les violences, c'est-à-dire qu'à l'issue du confinement, il faudra être attentif à ça, à la fois au sein des familles. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent orienter vers la piste de violence subie par l'enfant? Et puis, il faudra aussi questionner les parents et évaluer comment s'est passé le confinement avec leurs enfants, parce que je vais essayer de vous inculquer ce réflexe au cours de cette courte présentation, de penser toujours à la prise en charge des victimes, évidemment, absolument, mais aussi à la prise en charge des auteurs, si on veut diminuer les phénomènes de violence. Alors, dépistage, évaluation, c'est-à-dire qu'on va évaluer si le mineur est toujours en situation à risque, et en fonction de l'urgence et de l'imminence du risque, on a le devoir de le signaler évidemment si le mineur est en danger de façon imminente, et dans ce cas-là, ce sera un signalement au procureur. Et puis, si on a un doute sur une situation, on peut également faire un signalement à la cellule de recueil des informations préoccupantes quand il s'agit de mineurs. Deuxième chose, et dernier point extrêmement important, c'est la question de la prise en charge, alors de la prise en charge des enfants victimes de violences, et aussi de la prise en charge des auteurs. Et là, je vous renvoie vers les CRIAS, les centres ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles, qui existent dans chaque région et qui sont là pour accompagner la prise en charge des auteurs, leur orientation. Et sur la question de la cyberpédopornographie, la Fédération française des CRIAS a porter un numéro d'appel pour les personnes attirées sexuellement par les enfants et les personnes qui consultent de la cyberpédopornographie. Donc, ne pas hésiter à informer les personnes de ce numéro pour qu'ils puissent être orientés vers les soins adaptés. Le deuxième point, donc ça c'est pour les violences sexuelles sur mineurs. Il y a un point d'inquiétude également sur la question du cyberharcèlement. Notamment sur tout ce qui est phénomène de revenge porn, qui sont des phénomènes qui ont visiblement augmenté pendant le confinement. Alors à la fois sur les majeurs, donc je vous rappelle que ça consiste à diffuser des images pornographiques de personnes sans leur consentement, et que c'est une infraction, et que ça il faut le rappeler absolument, à la fois aux victimes de ces phénomènes, mais aussi aux auteurs. Et puis notamment ce qu'on a vu augmenter pendant le confinement, c'est tous les comptes ficha, donc ces comptes qui consistent à regrouper des photos souvent d'adolescentes en fait, de ex-petites amies de vengeance pour afficher la victime, ce qui est évidemment une forme d'harcèlement et qui est puni par la loi. La difficulté qu'il y a pu y avoir, c'est les conséquences psychologiques du harcèlement sur ces jeunes qui peuvent être gravissimes. Et en confinement, là aussi, ça peut être compliqué d'aller en parler aux parents. Donc, une attention toute particulière à l'issue du confinement sur ces phénomènes qui ont visiblement augmenté, puisqu'on sait que notamment sur la plateforme d'écoute NetÉcoute, il y a eu 250 sites qui ont été fermés donc 250 comptes ficha qui ont été fermés depuis le début du confinement. Donc là, les réflexes à avoir, pareil, on dépiste, on questionne, on interroge
s'interroge et surtout, la question de la prévention est essentielle, c'est-à-dire qu'on informe les adolescents, les mineurs des risques d'Internet. On informe qu'il s'agit d'une infraction et que les risques encourus sont importants et à la fois pour si on diffuse des images d'un majeur sans son consentement, des images pornographiques, mais encore plus sévèrement puni si ce sont des images d'un mineur. Et puis on n'hésite pas, si on repère soi-même en allant sur Internet des contenus illicites, à le signaler sur la plateforme NetÉcoute ou sur la plateforme Pharos, ce qui va déclencher une enquête et potentiellement la fermeture de ces sites. Dernier point de vigilance sur la question des violences sexuelles en confinement, un point d'intention sur les violences sexuelles sur adultes. Alors, Laurent Layet nous en a parlé. Les violences conjugales il y avait une grosse inquiétude sur les violences conjugales au sein du confinement. On sait que que 17% des viols de femmes adultes se font dans le cadre de violences conjugales. Ce sont des viols conjugaux. Ça, c'est les chiffres de la gendarmerie en 2018. Donc, attention quand on va prendre en charge une victime de violences conjugales à interroger la possibilité qu'il y ait des violences sexuelles associées. Et puis, un phénomène peut-être un peu spécifique ou inattendu, pas spécifique, mais inattendu en période de confinement, c'est les phénomènes de harcèlement de rue. On aurait pu imaginer évidemment que ces phénomènes étaient extrêmement limités du fait même du confinement, sauf que les femmes qui étaient amenées à sortir ont rapporté de façon importante des phénomènes de harcèlement de rue du fait de la diminution de la fréquentation des rues ou des transports en commun en particulier. Là aussi, alors j'ai mis tout au long de cette présentation les numéros parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de numéros mis en place. Parfois, d'ailleurs, on s'y perd un peu. Alors, il y a des annuaires qui ont été mis en place par le ministère. Il y a la plateforme arrêtonslesviolences.gouv parce que l'idée, c'était aussi que les personnes ne pouvaient pas forcément passer un coup de téléphone alors que même qu'elles étaient avec leur agresseur. Donc, possibilité de signaler par SMS ou d'aller en pharmacie. Vous en avez entendu parler. En tout cas, vraiment, l'idée, c'est l'idée d'une responsabilité collective, sociétale sur la prise en charge de ces violences. Et je voudrais vous rappeler en conclusion que des lieux de recours existent dans chaque région sur la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Ce sont les CRIAPS, les centres ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Et que si on veut prévenir efficacement les violences, en particulier les violences sexuelles, il faut à la fois prendre en charge les victimes, c'est fondamental, mais aussi prendre en charge les auteurs si on veut éviter qu'ils récidivent. Et en termes de prévention, Laurent dans les recommandations a parlé de la question de la prévention, c'est très important. Il faut faire de la prévention auprès des victimes potentielles, mais aussi des auteurs potentiels. Et en ce qui concerne les violences sexuelles, c'est absolument fondamental. Et je vous rappelle, le numéro d'écoute mis en place pour les personnes attirées sexuellement par les enfants, c'est précisément l'objectif que les personnes puissent appeler avant de passer à l'acte. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Mathieu Lacambre. Donc Mathieu Lacambre est responsable de la filière de psychiatrie légale au CHU de Montpellier et il est coprésident. Bien, bonjour à tous. Nous allons évoquer la question des addictions au cours de cette pandémie avec une vision assez large et globale de toutes les addictions à des toxiques et les addictions à des drogues, les addictions à des comportements. Et nous allons essayer de faire un tour d'horizon si j'ai accès à mes slides. Parfait. Bonjour à tous. Donc, c'est bon, on est parti sur les addictions en période de pandémie. Avec ce confinement, on peut considérer finalement 3 temps. Avant l'épidémie, le confinement et ensuite le déconfinement, ce qui va interférer de manière radicale et brutale dans le rapport d'abord aux produits, avec des problèmes d'approvisionnement, y compris pour le grand banditisme, puisque faire des go fast avec des frontières fermées, c'est plus compliqué. Les tarifs, puisque c'est un business qui ont augmenté, en particulier dans les lieux habituels, mais très très fort dans les lieux de privation de liberté, dans les prisons, dans les hôpitaux psychiatriques. Un risque autour de la fabrication artisanale de toxiques, en particulier d'alcool. Et puis un transfert de dépendance, c'est-à-dire que des patients qui avaient l'habitude de consommer certains produits, avec le confinement, n'ont plus eu accès aux produits habituels et vont du coup se retourner ou se détourner vers d'autres consommations, ce qui permet une sorte de produit toxique de substitution avec un transfert de dépendance. On a un certain nombre de patients qui étaient consommateurs de shit et qui sont mis à la bœuf ou à l'herbe et qui, c'est le risque, vont continuer au-delà du déconfinement. Des problèmes de sevrage, bien évidemment, avec un déficit d'approvisionnement, mais aussi une modification brutale
du rapport à certains comportements, puisqu'en étant confiné, il y a une plus grande disponibilité, j'allais dire biodisponibilité des sujets pour des accès à certains produits, dont l'alimentation, qui est le premier risque de dépendance au-delà de la nécessité, avec environ 5% des Français qui se sont tournés vers des produits sucrés, le grignotage, et qui ont donc pris du poids. Un accès aussi aux écrans, avec une durée moyenne d'écran qui a augmenté en fonction des catégories d'âge très variables, x2, x6, x8, avec même une forme de valorisation sociale de la participation à certains réseaux ou à certains supports, comme aujourd'hui, vous utilisez un support de visio et on a développé beaucoup ces supports, mais leur utilisation peut participer à certains risques avec l'alcool, les apéros web, avec le sexe, de patients ou de personnes qui sont des usagers ou des consommateurs occasionnels qui vont ensuite devenir des usagers plus vulnérables, voire des usagers dépendants. Les achats en ligne aussi, ils se sont bien portés. Et puis le sexe digital qui a littéralement explosé. Modification aussi du rapport aux ressources thérapeutiques, avec là aussi des statistiques qui sont assez inquiétantes. Et c'est Santé publique France qui, à la mi-mai, a sorti les premiers chiffres à partir d'enquêtes. D'abord, globalement, sur les consommations de tabac et d'alcool. Retenez cette idée simple, c'est que la moitié des usagers n'ont pas changé leur consommation. Pour un quart, la consommation a augmenté et pour un autre quart, la consommation a diminué. On a peu de statistiques sur les personnes qui en ont profité pour s'arrêter. Sur les démarches d'appel à tabac infoservice et alcool infoservice au mois de mars, comparé à l'année qui précède, on a une diminution de 20% des appels. C'est quand même pas négligeable. Et ce qu'on a constaté, surtout dans les pays anglo-saxons, c'est une augmentation des primo-connexions Internet à des groupes d'entraide et de soutien qui étaient proposés d'un point de vue virtuel. Maintenant, il y a un gap à franchir avec le déconfinement, c'est que ces personnes qui se sont connectées d'un point de vue virtuel, en fait, ne font pas le pas d'un point de vue réel. C'est-à-dire qu'elles vont rester à cette étape purement virtuelle d'accroche, si je peux dire, thérapeutique. Ensuite, bien évidemment, réduction des ressources, on l'a déjà dit, avec des fermetures de centres, réduction de l'accès au public, alors qu'on sait que ces patients sont particulièrement vulnérables. Cette vulnérabilité, elle renvoie à un modèle global, puisque l'addiction, c'est un phénomène social global. Ça a été très, très bien décrit dans un rapport publié en 2010, donc il y a 10 ans, par deux professeurs de santé publique de l'Université d'Ottawa, Tracy O'Sullivan et Maxime Bourgoin. C'était une commande du ministère de la Santé canadien, où ils ont pu mettre en évidence des facteurs de vulnérabilité sur la base d'un gradient social de risque qui réduisait l'accès à des ressources, qui majorait l'impact de la perte de ces ressources, qui majorait les traitements inadaptés et aussi qui majorait l'exposition finalement à la contagion. Et les patients consommateurs, en particulier usagers de drogue, ont une exposition majorée avec des risques sanitaires augmentés, des risques sociaux et du coup des risques judiciaires avec un phénomène de potentialisation et de renforcement de ces différents risques. Globalement, cette repère très pragmatique, d'abord, toujours, aller chercher, on ne trouve que ce qu'on cherche, donc dépister les addictions en consultation, dans toutes vos consultations, en sachant qu'il y a une dimension diachronique avant, pendant le confinement et avec les effets du déconfinement, aller chercher en garde à vue, en détention, en hospitalisation et reposer les mêmes questions, on a parfois des surprises. Réaliser à chaque contact patient un inventaire complet, pensez bien toxiques, ça c'est assez évident, et depuis le tabac et l'alcool qui sont des toxiques, bien que ça ait été considéré comme des produits de première nécessité, puisqu'on pouvait circuler pendant le confinement pour aller au bureau de tabac qui sont restés ouverts, le cannabis, les opiacés, l'ensemble des médicaments avec des risques d'usage, mésusage, confinement égale ennui, déplaisir, plus ou moins dysphorique, et donc du coup, déplaisir, stress, utilisation, mésusage de produits avec un premier effet anxiolytique, alcool, benzodiazépine. Les comportements, puisqu'on a dit qu'il y avait une disponibilité qui était accrue et une offre qui avait augmenté. D'abord l'alimentation, bien sûr, mais les écrans, l'ensemble des jeux en ligne, les jeux d'argent et le sexe. Identifier les transferts de dépendance, on a évoqué cette idée que le confinement a interrompu certains accès à des produits, des toxiques ou des comportements qui ont été ensuite remplacés par d'autres. Et à la sortie du déconfinement, on a un cumul de dépendance avec de nouvelles addictions qui ont pu émerger. Diagnostiquer toujours les comorbidités, vous savez, lorsqu'on consomme des produits, ça va favoriser des troubles anxieux, des troubles dépressifs, une perte de l'estime de soi. Et pour certains produits, en particulier dopaminergiques, l'entrée dans des phénomènes délirants aigus et psychotiques, avec toujours un risque somatique, vous le savez, dans toutes les addictions. Évaluer les facteurs de risque psychocriminologiques, on associera toujours
une évaluation des facteurs de risque et des facteurs de protection pour pouvoir ajuster la stratégie de prise en charge, informer les patients, les personnes, l'entourage, protéger et éventuellement, ça peut aller jusqu'au signalement lorsqu'il y a des risques. On a évoqué les violences sexuelles ou lorsqu'il s'agit de personnes vulnérables et l'éminent professeur Arbus en reparlera juste après. Et ensuite, il s'agit de mettre en œuvre des programmes de soins établis conjointement en mixant les supports de suivi. C'est aussi une forme d'enrichissement de notre offre de soins. Aujourd'hui, on peut rencontrer des patients, on peut les voir en visio, on peut leur passer des coups de fil et ça nous permet d'augmenter finalement et d'ajuster notre offre de soins. Voici quelques liens utiles que je vous invite à visiter, en particulier la MIL d'ADECA là, sur droguegouv.fr. Santé publique France qui a aussi proposé beaucoup d'outils de support et d'enquête avec une lecture à conseiller absolument. C'est le document rédigé par O'Sullivan et Bourgoin. Et puis ensuite, quelques publications très récentes sur l'impact de la pandémie sur les addictions et y compris aussi sur l'utilisation d'Internet. Vous avez ça sur PubMed, des publications du mois d'avril et du mois de mai 2020. Merci pour votre attention et je cède la place. J'introduis gentiment et avec vraiment beaucoup de plaisir le professeur Arbus qui va à présent vous parler du sujet âgé. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Mathieu. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc à moi de prendre la parole sur ce tour d'horizon de psychiatrie légale et j'ai choisi de vous parler du respect des droits de la personne âgée. Alors effectivement, c'est déjà une question fondamentale en dehors de toute crise sanitaire ou de toute problématique telle qu'on la vit aujourd'hui, mais c'est en ce moment une vigilance véritablement de tous les instants qu'il faut avoir afin de pouvoir respecter ses droits. Alors la personne âgée, au cours de cette crise, bien sûr, elle a été particulièrement victime. Elle était victime parce qu'effectivement très vulnérable et très fragile sur le plan de l'infection, mais aussi victime parce que, et on en a entendu parler dès le départ, et notamment par rapport à ce qui se passait dans d'autres pays, victime parce qu'elle pouvait être discriminée, notamment concernant l'accès aux soins et l'accès à la réanimation. Alors, pendant cette période de confinement, qui était synonyme pour nous tous d'isolement, finalement, comment essayer de se mettre à la place d'une personne âgée, comment essayer de comprendre pourquoi eh bien, ces personnes étaient particulièrement vulnérables. Alors le confinement, c'est bien sûr l'isolement, et nous avons tous été privés d'une liberté fondamentale, c'était celle d'aller et venir librement. Et nous sommes relativement bien accommodés à cette décision qui a été décrétée par l'état d'urgence. Et pourquoi nous nous en sommes accommodés? Eh bien, peut-être parce que bien, cette privation, elle était justifiée, parce qu'elle était nécessaire, elle était proportionnée par rapport à un but recherché. Ce but, il a été clairement affiché dès le départ, c'était de protéger pardon, la population, bien sûr, mais c'était aussi de protéger les hôpitaux et c'était de protéger l'accès aux soins à ceux qui le nécessitaient. Et donc, il fallait éviter de se retrouver dans des situations où le système de soins était totalement débordé. Et enfin, ça a été possible pour nous tous parce que le principe de solidarité a joué. Et tout cela s'est affiché tel quel, mais encore fallait-il le comprendre. Et la question de la compréhension, justement, et de l'information se pose concernant les personnes âgées, parce que peut-être que pour certaines d'entre elles, eh bien, cette compréhension de l'information, cette justification, ce but recherché, eh bien, pouvait apparaître finalement très très lointain. Et donc de nombreux risques pour ces personnes âgées, parce que si pour nous c'était l'isolement, eh bien, pour la personne âgée, c'était peut-être aussi l'enfermement dans certaines situations. La mesure sanitaire non consentie, parce qu'elle était mal comprise, j'en ai parlé, et là, ça a augmenté considérablement la contrainte qui était opérée sur ces personnes, et notamment les personnes qui présentaient des altérations cognitives,
qui, pour certaines d'entre elles, ont dû être contenues pour leur permettre finalement de respecter les gestes barrières et les conditions de sécurité. Et enfin, prévention non proportionnée en institution. Et c'est vrai que dans certains établissements, les choses sont compliquées au niveau de la mise en place des mesures de protection. Et il y a eu des décisions générales, des décisions qui étaient peut-être non contextualisées par manque de moyens notamment, et toutes les personnes âgées étaient prises dans ces mêmes dispositions, alors qu'il fallait peut-être les adapter au cas par cas pour que certaines puissent peut-être évoluer, d'autres ne puissent pas évoluer parce que, par exemple, trop atteintes sur le plan cognitif. Et donc, toutes ces remarques nous encouragent à réfléchir sur finalement comment on recueille le consentement de ces personnes âgées et le corollaire, c'est-à-dire l'information, c'est-à-dire comment on va informer ces personnes âgées pour qu'elles puissent comprendre parfaitement le but recherché et qu'elles puissent finalement consentir à être isolées, à être confinées. Et ça, ce sont des choses qui sont parfois en pratique très difficiles à faire. Alors ce consentement, on le sait, c'est une règle de base qui détermine l'exercice des droits de la personne. Ce sont des règles qui sont directement liées au respect du principe de dignité humaine, de respect de corps humain. C'est un droit du patient. C'est un droit qui est repris dans de très nombreux textes, que ce soit des textes internationaux, que ce soit des textes européens, et que ce soit bien sûr des textes de droit nationaux, jusqu'aux chartes des patients hospitalisés, aux chartes des patients hospitalisés en santé mentale, mais aussi chartes des patients qui sont pris en charge dans les milieux sociaux et médico-sociaux. Et à côté de ce droit de patient, eh bien, c'est une obligation pour le médecin que de respecter ce consentement. C'est vraiment la pierre angulaire de notre action. Donc ce consentement, il relève du principe d'autonomie. Et respecter le consentement d'une personne, eh bien, c'est respecter son autonomie de décision. Et c'est véritablement une dimension qui doit rester dans nos esprits fondamentale et obligatoire. Le consentement, il est notamment repris dans le Code de santé publique. Vous le savez, il est renouvelable, il est révocable, et donc on peut revenir sur des décisions. Et enfin, ce consentement, il est dit libre parce qu'il est non soumis à toute pression qui pourrait être exercée sur le patient, que ce soit la pression de la famille, de l'institution, d'une secte, et surtout, et ça c'est très important pour aujourd'hui, c'est que ce consentement, il est dit éclairé, et il est dit éclairé parce que le patient a pu être informé et que surtout, il a compris cette information. Et délivrer une information à une personne âgée, eh bien, ça peut être un acte fortement délicat. Pourquoi ? Parce que la personne âgée, eh bien, du fait de certaines situations, dans certains contextes, eh bien, elle peut être jugée comme vulnérable. Et dans ce contexte de vulnérabilité, eh bien, sa volonté, l'expression de sa volonté, l'expression de sa décision, de son autodétermination, eh bien, elle peut être altérée. Alors, une personne âgée, de façon, c'est un principe, de façon systématique, eh bien, c'est un sujet de droit, et un sujet de droit, c'est une personne qui est autonome et capable, et cette capacité, elle a été reprise notamment dans l'article 1123 du Code civil. Eh bien, c'est une personne qui est libre de ses actes et qui répond de ses faits. Pour la personne âgée, l'âge, la pathologie, le contexte social, sanitaire et économique dans lequel elle peut vivre, eh bien, ces situations peuvent rendre sa volonté fragile, altérer ses capacités d'expression, et donc elle va devenir vulnérable. Et cette vulnérabilité, eh bien, on se rend compte qu'elle n'est pas forcément prise en compte parce que dans la majorité des cas, ces personnes vulnérables restent des personnes capables au sens juridique, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas placées sous protection. Quelqu'un qui est placé sous protection, la question va être complètement différente et il y a des dispositions juridiques qui vont être prises en compte. Mais pour une personne qui est jugée capable, parce que pas sous protection, eh bien, elle peut quand même être vulnérable. Et toute la question, c'est de ne pas s'en tenir à cette distinction un peu binaire de la capacité, c'est-à-dire oui, je suis capable, non, je suis pas capable, et donc je suis placé sous régime de protection parce que, eh bien, encore une fois, beaucoup de personnes dites capables sont quand même vulnérables, et
plutôt que d'un consentement, eh bien, finalement, il faudrait peut-être parler d'un assentiment ou d'un discernement qu'il faudrait évaluer tout au long de la prise en charge de ces personnes. Et finalement, le fait de parler de discernement permettrait d'adapter notre information et ce sera un critère qui permettrait de mieux tenir en compte, de mieux prendre en compte sa volonté. Et donc, même sans protection juridique, la personne âgée devrait pouvoir bénéficier de dispositions qui lui garantiraient les moyens d'exercer ses droits et ses libertés. Et on voit que les choses ne sont pas toujours respectées en ce sens. Alors, comment finalement soutenir le consentement des personnes âgées qui ne sont pas placées sous protection juridique et qui sont peut-être vulnérables? Eh bien, il y a des protecteurs, entre guillemets, naturels. On parle bien sûr du médecin, des équipes soignantes qui doivent s'adapter aux capacités d'expression de la volonté de la personne, à ses capacités de discernement, de compréhension, et qui doivent adapter le discours, s'assurer que la personne âgée a bien compris les informations délivrées. Et ça prend beaucoup plus de temps qu'une information d'une personne qui est en pleine capacité de ses fonctions intellectuelles supérieures. Il y a ensuite la personne de confiance. Cette personne de confiance qui est finalement liée à cette notion de continuité de la volonté de la personne âgée, qui peut rentrer dans la danse, et notamment concernant les soins, bien sûr quand la personne âgée n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté, qu'elle est hors d'état d'exprimer sa volonté, on va se tourner vers la personne de confiance pour rechercher quels pouvaient être ses desiderata, mais la personne de confiance, elle peut aussi intervenir alors que la personne est en capacité d'exprimer sa volonté, mais que l'expression de sa volonté est altérée. Avoir une personne de confiance est un droit pour le patient et aujourd'hui, et notamment depuis janvier 2018, c'est une obligation d'information pour le médecin traitant. Il n'y a pas que lors d'une hospitalisation qu'il faut que le médecin envisage avec son patient le choix d'une personne de confiance. Et puis, il y a les proches aidants. Et depuis la loi de l'adaptation de la société au vieillissement, en décembre 2015, eh bien, ils ont un véritable statut, ces proches aidants. Ils sont définis comme ceux qui viennent en aide à la personne âgée de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir les tâches de la vie quotidienne, mais aussi pour accompagner ces personnes, notamment dans les soins, et bien sûr les accompagner dans le sujet qui nous intéresse pour leur expliquer en détail ce qui se passe, quels sont les objectifs d'un confinement, etc., afin que ce confinement soit mieux accepté pour les personnes âgées. Après, il y a bien sûr le cas de la personne âgée protégée, et ça c'est la loi du 5 mars 2007, et il y a une notion qui est fondamentale dans cette loi, qui vient réformer ce régime de protection juridique, il y a maintenant plus de 10 ans, bien sûr. Donc, on nous a expliqué en 2009, lorsque cette loi s'est mise en application, qu'il fallait placer la personne au centre de sa protection et que l'idée générale, finalement, c'était qu'il fallait protéger, mais sans diminuer, et qu'à aucun moment, on ne peut radier la personne de cette capacité de décision. Et on nous dit bien que l'autonomie des personnes, même placées sous protection juridique, eh bien, il faut qu'elle soit préservée. Et dans le Code civil, il est bien écrit que si son état le permet, le majeur prend seul les décisions relatives à sa personne, prend seul les décisions par rapport à notamment la nécessité d'un confinement. Et il faut, dans ce cas-là, fournir une aide au consentement, parce qu'effectivement, comme la personne est placée sous protection, c'est que quelque part, il y a une altération de ses facultés d'expression, mais ces facultés d'expression n'ont pas totalement disparu, et il faut à tout prix s'adapter avec l'objectif de préserver le plus longtemps possible l'autonomie de décision. Et donc, c'est une adaptation, une fine adaptation au degré de discernement de ces personnes. Et la personne protégée, elle doit être écoutée, elle doit être entendue. Et un mot, parce que c'est quelque chose qui est finalement peu connu, c'est le mandat de protection future, qui est finalement une mesure d'anticipation qui permet à la personne, lorsqu'elle est encore capable, de pouvoir choisir, lorsqu'elle ne pourra plus décider elle-même, et puis pouvoir choisir de comment elle souhaite être protégée, par qui elle souhaite être protégée. Et le mandataire, dans ce contexte-là, peut se voir confier la protection de la personne. Et comme le mandataire doit protéger la personne, eh bien, il peut être amené à lui fournir des informations par rapport à une information qu'elle n'aurait pas
comprises. Donc au total, par rapport à cette zone grise, finalement, d'une personne âgée, entre une personne âgée totalement capable et une personne âgée passée sous protection juridique, eh bien, il y a cette zone grise, une personne âgée vulnérable. Et je pose la question de savoir si une personne âgée vulnérable peut être éclairée. Je pense que oui, mais il faut s'en donner les moyens. C'est d'abord un dialogue entre celui qui propose et la personne dont le consentement est recherché. C'est une attention toute particulière qu'il faut porter à cette information et à ce recueil de consentement. Et pour les personnes vulnérables non protégées juridiquement, eh bien, on le sait, la volonté et les capacités d'expression sont fragilisées et il faut prévoir un accompagnement à la décision afin que peut-être plus qu'un consentement ou moins qu'un consentement, les choses sont à discuter, eh bien ce soit une adhésion ou un assentiment par rapport à ce que l'on propose. Et dans ces démarches-là, dans ces pratiques-là, il faut convoquer bien sûr l'éthique, mais aussi la collégialité, l'interdisciplinarité, afin de préserver au mieux les droits de ces personnes âgées concernant ce recueil du consentement et la compréhension qu'ils peuvent avoir de situations aussi complexes que celles que l'on vient de connaître, notamment avec le confinement. Merci beaucoup pour votre attention et je passe à présent la parole à Manuel Orsat qui va développer cette dimension éthique avec vous. Merci beaucoup. Merci Christophe, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il me revient de fermer le banc en évoquant quelques mots d'éthique, enfin en partageant avec vous quelques réflexions sur ce que la psychiatrie pourrait apporter à la réflexion éthique dans le contexte de la crise sanitaire d'une manière générale et dans la crise liée à la Covid en particulier. D'abord, on l'a vu à la fois dans des publications grand public et académiques, on le sait parce que la psychiatrie en est marquée par son histoire, eh bien, ce qui fait saillie dans une crise, c'est le risque que le patient atteint de troubles mentaux soit encore plus stigmatisé qu'il ne l'est d'habitude. En ce sens, une des craintes que l'on peut avoir, c'est que l'existence d'une maladie psychiatrique devienne un facteur déterminant de l'analyse clinique lorsqu'il s'agit d'admettre ou non en réanimation, en soins intensifs, un patient. Cette déviance vers un critère qui serait comme ça déterminant serait contraire aux principaux principes de l'éthique médicale, en particulier et en premier lieu aux principes de justice et d'équité, puisque finalement on n'enverrait pas en réanimation un patient au seul motif qu'il a une maladie psychiatrique. Ça serait un grand problème également sur le plan de la transparence sur les processus de choix. Vous savez que les médecins sont censés expliciter les raisons de leur choix en matière de prise en charge. Évidemment, il ne serait pas tenable dans le pacte social que de tenir une telle ligne d'arbitrage des admissions ou non en réanimation. Le principe de bienfaisance également appelle que chaque soignant pense son action dans la perspective de ce qu'il peut apporter au patient et naturellement être dans une posture discriminatoire n'aurait aucun aspect de bienfaisance. Et puis également, et Christophe Arbus en a parlé, pour les personnes âgées, c'est le cas d'une manière générale pour l'ensemble des patients atteints de troubles mentaux et pour les patients vulnérables, le principe d'autonomie chez nos patients atteints de troubles psychiatriques doit faire l'objet d'une attention très particulière, une grande vigilance, puisque nos patients peuvent être, du fait de la maladie mentale, du fait des altérations cognitives, en difficulté, bien sûr, pour exprimer leur volonté. On doit donc être très attentif à ça, et ça n'est pas parce qu'on n'arrive pas à exprimer sa volonté du fait d'une maladie mentale, eh bien qu'on doit passer outre la décision du malade. Alors, pour autant, dire ça, s'inquiéter de cela, ça n'est en rien stigmatiser les réanimateurs ou les médecins de médecine organique, bien au contraire, et ça n'a pas vocation à entretenir un clivage entre disciplines médicales. C'est plutôt à l'appui de ce que Hans Jonas a conceptualisé comme étant l'heuristique de la peur ou l'heuristique de la crainte. C'est plutôt donc à l'appui de cette heuristique-là, eh bien, considérer qu'une crise sanitaire est susceptible d'ouverture d'un champ des possibles. Et on a bien vu que la crise sanitaire, elle ouvrait une inflation législative, la possibilité, le déblocage de nombreux budgets, etc. Enfin, cette crise, c'est plein de possibilités qui s'ouvrent et on doit pouvoir aussi penser
eh bien, les déviances, le mal qui pourrait arriver lorsque des possibles nouveaux s'ouvrent. Mais en aucun cas, il s'agit évidemment d'un procès d'intention. Bien au contraire, et Christophe Arbus l'a indiqué, face à ce risque de stigmatisation de certains patients en situation de crise, eh bien, c'est la collégialité qui doit primer dans la discussion des décisions. Par ailleurs, on doit pouvoir avoir une réflexion critique dans l'appréhension de certains de nos paradigmes de prise en charge. À cet égard, on a pu observer pendant les périodes de crise les limites de l'inclusion dans la cité d'un certain nombre de patients atteints de troubles mentaux qu'on a voulu réhabiliter, installer dans des logements d'autonomie, etc., mais qui finalement se retrouvent assez isolés, voire éloignés des soins et des soins organiques. On peut voir ici le double tranchant de nos perspectives de prise en charge. C'est la même chose dans le secteur médico-social, où on a pu voir que le confinement pouvait parfois confiner, si j'ose dire, à la claustration dans certains établissements médico-sociaux, éloignant ainsi les patients, pourtant fragiles, de soins organiques adaptés. La crise sanitaire peut également être regardée comme une expérience d'invention dans les soins. De facto, il nous a fallu nous adapter par la mise en route de téléconsultations de manière intensive, par la mise en place des mesures barrières, de la distanciation sociale, et tout cela a nécessité de la part des soignants, des médecins, de toutes les équipes, eh bien, une inventivité. Et on peut voir ici que finalement les contraintes qui ont pesé sur nos pratiques du fait de la crise sanitaire, enfin sur nos pratiques et sur les patients du fait de la crise sanitaire, ces contraintes eh bien, peuvent se dialectiser avec finalement de nouveaux espaces de liberté pour la pratique clinique. Nos liens avec le médico-social pourraient s'en voir développer, l'articulation entre pratique médicale et soignante pourrait également s'amplifier, le réseau, enfin, ou les réseaux entre la ville et l'hôpital pourraient, dans ces situations très contraignantes, et bien trouver à se développer, et on ne peut que s'en satisfaire. De même, et Nidal l'a évoqué, sur la question du respect des libertés individuelles, eh bien la psychiatrie qui y réfléchit depuis longtemps, et en particulier depuis la réforme de 2011, la psychiatrie pourrait avoir à apporter des éléments aux autres disciplines médicales quant à la limitation de la circulation, la limitation de la liberté d'aller et venir de certains patients. Troisièmement, repenser sa position de soignant pour s'y repérer dans la crise, parce que face finalement à la crise, eh bien, on pourrait imaginer que la position subjective du soignant va prendre une plus grande place, et on pourrait ici l'utiliser comme un atout, pouvoir faire attention à ses propres émotions, là où les soignants ont pu être inquiets d'être eux-mêmes malades, que leur famille soit contaminée, etc. Tout ça peut être utile à une meilleure acception de son fonctionnement, et par conséquent à une approche eh bien, dans le soin qui soit affiné, en accueillant notamment les interrogations au détriment des certitudes que certains ont pu faire planer. Cela a pour conséquence de mieux penser peut-être la responsabilité de son action avec prudence, mais de pouvoir envisager les conséquences de nos actions soignantes, et donc de pouvoir les penser. C'est également penser l'inédit de la crise. Les crises, et la crise sanitaire en particulier, a justifié la mise en place de cellules médico-psychologiques. C'est tout à fait opportun, tout à fait nécessaire, mais les effets de la crise ne sont pas que psychiques, même si en psychiatre on peut avoir un biais à reconnaître essentiellement cela. Eh bien, les effets de la crise sont tout autres, enfin, ou en tout cas pluriels, et notamment, eh bien, dans le soin, on pourra avoir des soignants, des médecins qui vont finalement alimenter leurs réflexions avec une perspective sociale, historique et politique, et il me semble que c'est tout à fait à soutenir pour améliorer encore notre positionnement soignant. Enfin, la psychiatrie a certainement vocation à insister sur le fait que penser la crise, eh bien, c'est penser le temps long. Hein, la crise, ça a été évidemment une réaction au risque infectieux qui est une réaction qui était forcément immédiate, mais le risque psychique, lui, est un risque à long terme. On pourra sans doute voir à distance les effets de la crise sur le deuil, par exemple, sur les rites funéraires et la symbolisation de la mort. La psychiatrie aura ici son mot à dire. En conclusion, pour tenir à peu près le timing, je voudrais rappeler cette citation de notre collègue psychiatre et philosophe Armelle Grenouillou, qui nous dit qu'il n'y a pas d'éthique particulière de la psychiatrie, ni même de la santé mentale, mais un sujet du soin psychiatrique particulièrement vulnérable au défaut d'éthique.
suicide. Et donc, cette vulnérabilité accrue de nos malades atteints de troubles mentaux, cette vulnérabilité accrue par la crise doit nous amener à aiguiser notre exigence éthique. Pour autant, les malades ne se réduisent pas à leur seule vulnérabilité et en période de crise, eh bien, la clinique peut continuer de nous surprendre. Il est vraisemblablement très utile de se laisser surprendre puisque cette surprise a une valeur créatrice tout en restant bien entendu conforme au respect des principes de l'éthique médicale. Il me revient donc de conclure cette webconférence, de vous remercier d'avoir été nombreux à y assister. Je vous précise que vous pourrez retrouver sur le site de la FPBN et dans la page réservée à la section de psychiatrie légale, vous pourrez retrouver l'intégralité de ce webinaire. Et je termine avec mes 5 autres comparses en vous invitant à notre 3e journée nationale de psychiatrie légale qui se tiendra le 9 octobre prochain à Paris et à laquelle nous vous espérons très très nombreux. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour votre écoute.